Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Nouvelle web conférence, cette fois-ci donc dédiée au Manaslu, expédition donc à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines maintenant, enfin même au mois de septembre pour être précis. Et donc David et moi souhaitions partager avec vous cette belle expérience, une expérience qui a été riche à la fois dans sa préparation et puis dans sa réalisation. Comme vous le savez, Tamera est très engagée dans le trekking, donc avec quelques ascensions jusqu'à 5-6 000 mètres. Mais nous avons une autre activité au sein de Secret Planet qui est Expedition Unlimited, dont l'objectif, activité que j'ai fondée au moment d'ailleurs de Secret Planet, était de rentrer dans des expéditions très engagées et extrêmes. Et ce que nous nous sommes d'abord dit, c'est que la haute altitude nécessitait évidemment du savoir-faire, mais surtout une réputation, une image. Et ça nous semblait compliqué de lancer à tort et à travers des 8000. Donc, en fait, nous avons commencé par nous développer dans le polaire avec quelqu'un qui nous est très cher et qui malheureusement a disparu en juin dernier, donc Dixie Dancercourt. Et on a commencé à devenir un des acteurs vraiment référents, je dirais presque mondialement, dans le polaire au regard des expéditions qu'on menait. Et au fur et à mesure, on s'est développé dans cette réflexion à haute altitude. On a commencé par faire des 7000, Mustagata, le Pic Lénine. Et puis, on a décidé donc de sauter le pas sur les 8000. Ce pas, notamment, enfin, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait de bons parrains qui s'étaient penchés sur notre berceau, et je pense en particulier, le premier d'entre eux, c'était Bernard Muller, qui est évidemment l'un des guides les plus connus pour ce qu'il a fait à 8000, puisque à lui tout seul, de mémoire, il a atteint 7 sommets sur les 14 8000 de la planète, et on a commencé donc à travailler avec lui également sur une école de l'aventure, ce qui nous a permis de créer aussi des itinéraires de progression pour un certain nombre de clients. Là-dessus, c'est greffé l'IFREMON, vous savez, cet institut de recherche qui a été fondé par Manu Cauchy, malheureusement lui aussi décédé dans une avalanche il y a 2-3 ans, et qui est un institut de recherche sur la haute altitude et qui nous a permis donc de développer un véritable savoir-faire autour des sujets d'acclimatation qui sont les enjeux principaux, comme vous le savez, à partir de 7000 et en particulier 8000 mètres. Voilà. Donc, aidé par Bernard et puis bientôt bien d'autres qui ont rejoint. Je pense à Paulo Grebel, Didier Mille également, qui nous a aidé à réfléchir à toute cette problématique. Serge Bazin, donc des guides qui ont tous une grande habitude de la haute altitude. Et on a développé donc cette offre. Le premier sommet qu'on a proposé, le hasard, si je puis dire, a fait qu'on a commencé par le plus haut, c'était l'Everest. Comme vous le savez, donc on avait une expédition à l'Everest en 2021, au printemps, qui a été assez compliquée pour des raisons de Covid. Bon, déjà, il fallait réussir à arriver jusqu'au camp de base. Et puis, arrivé au camp de base, on s'est retrouvé dans une situation vraiment de village fermé, donc avec une ambiance quand même très particulière. Bon, on a réussi à passer à travers les gouttes, on a fait aussi ce qu'il fallait pour, mais on a eu par ailleurs une météo assez compliquée. Et la fenêtre météo qui permettait d'atteindre le sommet s'est présentée plutôt aux alentours du 14 mai de mémoire, alors que nous, on visait la fenêtre habituelle du 20-25 mai. Une autre fenêtre s'est présentée, mais avec beaucoup de vent en altitude vers le 20 mai, et on a décidé de repousser en espérant pouvoir faire le sommet le 29. Et le 29 mai, la première fenêtre était compliquée à cause d'un premier cyclone sur le golfe du Bengale, et manque de bol, vers le 27 mai est arrivé un second cyclone, ce qui était quand même assez rare, mais ça semblait encore jouable sur le 29 mai, sauf qu'il y a eu beaucoup de neige, et donc pour nous, le danger objectif, le danger d'avalanche semblait trop important. Voilà. Donc ça a été notre premier 8000, si je puis dire. Et donc,
avec Polo, il y a 2 ans maintenant, on avait décidé de lancer ce projet du Manaslu, hein. Bon, globalement, Everest-Manaslu, ce sont les 2 sommets, quelque part, qui sont les plus accessibles d'un point de vue technique, même si évidemment, l'Everest, comme vous le savez, étant le plus haut sommet du monde, les enjeux d'altitude, on est presque à 9000 mètres, sont colossaux. Le Manaslu, donc, imaginé avec Polo dans une logique de faire-mine, c'est-à-dire sans oxygène. Finalement, Polo jette l'éponge pour cause de Covid, c'était en décembre, janvier dernier. Et donc, eh bien, on reprend la main avec un jeune guide qu'on connaissait bien, qui s'appelle Clément Flouret. Et on décide de changer un tout petit peu l'approche pour le rendre quand même accessible et plus safe. Et donc, d'un faire-mine sans oxygène, on passe à on donne la possibilité à chacun des participants d'user ou pas d'oxygène, ce qui est une organisation finalement assez originale, parce que ça veut dire qu'on avait en gros autant de bouteilles d'oxygène qui étaient nécessaires, c'est-à-dire pour faire simple, 25 à la fois pour les Népalais et pour les participants, mais les participants avaient la possibilité de ne pas utiliser leurs bouteilles. Bon, je reviendrai là-dessus sur l'ascension, mais voilà comment l'approche a évolué, donc un nouveau guide et puis une approche, je dirais, un peu plus traditionnelle que l'approche en progression continue de Polo. Ayant beaucoup travaillé sur toute cette thématique depuis plusieurs années avec David, quand on a fait la journée de préparation avec les 7 participants qui étaient inscrits sur ce Manaslu, ça c'était début juin. Bon, il faut savoir qu'évidemment, pardon, je ne l'ai pas dit, mais l'Everest comme le Manaslu ont été décalés pour cause de Covid, hein, de 12 à 18 mois. Eh bien, quand on a fait cette journée de préparation, c'est vrai que je me suis senti prêt moi-même pour pour sauter dans le grand bain et puis tenter le sommet. Bon, il est vrai que c'est aussi au moment où donc on est très déçu par ce qui s'est passé à l'Everest, mais bon, c'est la vie, des expéditions et de la haute altitude. Donc on est fin mai et début juin. Mon grand ami Dixie tombe dans une crevasse au Groenland et disparaît. Et ça faisait beaucoup de choses, évidemment, à ce moment-là. Et j'ai eu envie d'être dans l'expédition. Parce que, comme vous le savez, bon, et c'est vrai pour chacun de vous dans vos métiers et dans vos activités, nous, ici, on est dans le rêve, on fait des choses, j'espère, particulièrement belles, mais on est quand même assez souvent, finalement, à Lyon, à gérer tout ça et assez peu sur le terrain. Bon, alors, on a quand même beaucoup de chance parce que c'est pas vrai, on est au moins un mois, voire un peu plus sur le terrain chaque année. Mais voilà, j'avais très envie de me frotter à la réalité du terrain et puis de vivre ce 8000. Donc voilà, donc j'ai décidé de sauter le pas. Et donc j'ai sauté le pas, comme dirait Coluche, et donc on y va. Préparation, bon, ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, l'avantage, c'est que moi, je m'étais remis à faire quand même pas mal de sport dans les 12 mois qui précédaient. Et donc, j'avais une vie, on va dire, relativement saine. Et en gros, je courais une fois tous les 2 jours sans discontinuer. Donc, je suis resté assez rigoureux là-dedans. Et quand j'ai commencé à avoir cet objectif donc, du Manaslu début septembre, j'ai pris un coach qui est proposé d'ailleurs par les Frémont, qu'on propose, un coach sportif, ce qui m'a permis d'un peu, comment dire, diversifier mon entraînement, qui était très, très fondé sur le fond, sur l'endurance. Bon, ça restait de l'endurance, mais j'ai fait un petit peu de musculation aussi au niveau du dos, des jambes. Bon, je ne sais pas si ça a servi à grand-chose, mais sûrement un petit peu. Et puis, pas mal de fractionnés, ce que je faisais assez peu. Et le fait d'avoir quelqu'un qui me suive comme ça à distance, en me donnant un programme tous les 2 jours, mais diversifié justement avec un retour, un feedback toutes les semaines, donc oral pour le coup, enfin par WhatsApp. Ça a été quand même quelque chose, je pense,
d'intéressant, même si au mois d'août, pour des raisons de vacances personnelles, je me suis assez peu entraîné. Globalement, je me sentais assez prêt. Voilà. Pour vous donner une idée, par rapport au groupe dont on parle qui a participé au Manaslu, on avait vraiment des sportifs de haut niveau. Donc moi, je me considère comme quelqu'un évidemment de sportif, de bon niveau, mais bon, j'étais face à des gens qui étaient bien plus performants. Alors, comment ça se mesure ça? Ça peut être aussi assez intéressant parce qu'avec Yves Frémont, on a remarqué qu'il y avait quand même une corrélation non négligeable entre une capacité à réussir en très haute altitude et la VO2 max. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la VO2 max, mais l'idée, en gros, c'est de mesurer la performance de votre système euh, comment dire, sanguin et sa capacité à apporter donc des globules rouges à vos muscles et la façon dont vos muscles vont les exploiter pour dégager de la puissance. Voilà. Donc, en fait, il y a une relation très claire entre l'oxygène qui est capté par les poumons, qui est envoyé au tissu, et évidemment votre performance. Donc, comme en très haute altitude, ben, il y a moins d'oxygène. Si on a une très bonne performance donc de VO2 max, ben, a priori, on est mieux loti pour réussir. Moi, je dois être de l'ordre de 50, voilà, ce qui est pas mal. C'est très difficile, c'est assez génétique, hein, donc c'est assez, bon, on peut progresser, mais ça demande beaucoup de temps. La plupart des gens qui étaient avec moi sur ce Manaslu étaient plutôt aux alentours de 60, voire même 65. Et c'est important comme notion parce que cette performance, comme vous le savez, si elle est mal utilisée, si elle est utilisée à mauvais escient, eh bien, elle est plutôt au détriment du participant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en très haute altitude, plus on prend son temps et mieux on se porte. Or, plus on est évidemment fort physiquement, sportivement, plus on a tendance à aller vite et on a beaucoup de mal à se cadrer. Et on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, on sait aujourd'hui que c'est pas bon. Voilà. Donc, si on est un sportif très fort, il faut se ralentir un maximum. Moi, c'était pas mon cas. Donc j'avais plutôt, voilà, je suis allé à mon rythme et visiblement, c'était un rythme qui, en tout cas pour moi, était le bon. Euh, donc, ce que je vous propose, je vais vous présenter la vidéo qu'a faite d'ailleurs Didier, qui est un grand spécialiste des vidéos en 3D, Didier Mille, sur le Manaslu, que vous voyez un peu de quoi on parle. Et puis après, je vous parlerai donc de l'acclimatation, hein, de ce que ça veut dire, de la marge d'acclimatation notamment. Et puis après, évidemment, on reviendra sur quelques photos et puis les rotations d'altitude, comment elles se sont passées. Et, euh, et voilà. Donc, vous voyez le Manaslu. Bon, pour l'instant, rassurez-vous, ça ne bouge pas. Donc, sur votre écran non plus. Voilà, ça y est. Donc là, on est sur la marge d'acclimatation. Et donc, on a démarré à Bintang. Bon, il y a deux, trois étapes. Et puis, on passe ce fameux l'Arcapas. L'idée, si vous voulez, de la marge d'acclimatation, bon, c'est de s'acclimater. Bon, ça peut sembler être une évidence. Donc, on passe tranquillement de 3500 mètres, on passe 5150 mètres. Il faut rappeler que le camp de base du Manaslu est à 5000 mètres et que donc, voilà, dans les règles d'acclimatation, deux nuits consécutives ne peuvent pas avoir un dénivelé de plus de 400 mètres. Dit autrement, si vous êtes à 4000, eh bien, pour que vous acclimatiez bien, il faut que la prochaine nuit, vous la passiez à 4004, voire à 4008, mais si vous la passez à 4000, il faut que vous passiez deux nuits. Donc, en moyenne, c'est 400 mètres de dénivelé. Et donc, cette marge d'acclimatation permet d'être dans ce rythme-là et donc de se préparer à vivre donc au camp de base. Mais en fait, la marge d'acclimatation, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, donc, qui suis le sportif que je suis, moi, ça m'a permis de me remettre en jambes. Donc ça, c'est quand même un bonheur pendant 8 jours, de se remettre à la marche de façon régulière. Et ça, je suis certain que ça aide pour après. Mais le plus important, c'est pas ça en fait. Le plus important pour moi, à côté de l'acclimatation, qui est évidemment le cœur de cette marge d'acclimatation, c'est que le groupe va se souder à ce moment-là.
le groupe va se souder parce qu'il y a très peu d'enjeux, donc c'est que du plaisir. On a du temps, pour discuter, euh, pour, euh, pour lire, pour jouer aux cartes, pour faire des tests PCR aussi, puisqu'on avait décidé sur cette expédition d'avoir un test de l'ensemble de l'équipe française et locale tous les 3 jours, hein, histoire de se rassurer collectivement. Bon, on n'a pas eu du tout de souci de Covid dans toute cette expé, mais bon, c'était ce qu'on s'était fixé comme règle de sécurité. Et donc, en fait, cette marge d'acclimatation, moi, si j'en retiens quelque chose, mais c'est ce que je retiens de toute façon de cette expédition dans son ensemble, c'est qu'on est vraiment sur un groupe qui est très soudé et la marge d'acclimatation va permettre justement cette cohésion de groupe, de mieux se connaître, euh, connaître les susceptibilités un peu des uns des autres, les faiblesses, de connaître aussi un peu l'équipe locale, notamment le chef d'expédition népalais qui s'appelle Dawa, donc qui, avec Clément, chef d'expédition français, vont gérer toute cette expédition. Donc voilà, ça permet de voir le rythme des uns des autres, de commencer à sentir qu'il y en a deux, trois qui vont trop vite et qu'il va falloir un peu les calmer. Bon, donc pour ce groupe-là qui va être soudé jusqu'au sommet, euh, la marge d'acclimatation a joué un rôle majeur. Et c'est très intéressant de dire qu'en fait, sur cette marge d'acclimatation, on était tout seul. C'est-à-dire que quasiment tous les lodges ont ouvert pour nous. Donc, je n'ai pas vu une seule autre équipe au camp de base, et donc il y avait quand même plus d'une vingtaine d'expéditions. Ils sont tous arrivés en hélico, ou alors par l'autre boucle du Tour du Manaslu, mais ça m'étonnerait. Ils sont tous, parce que l'intérêt est de passer évidemment par le Larkia Pass à 5100. Donc en fait, ils sont tous arrivés en hélico et se sont acclimatés sur les sentiers aux alentours. Et donc ça veut dire aussi que la façon dont ils ont dû gérer leur expédition en termes d'acclimatation est très différente, mais aussi en termes de groupe. Hein, je peux le dire maintenant parce que c'est simple et sinon je vais l'oublier. J'ai été très surpris pendant toute l'expédition de voir beaucoup de gens seuls en fait sur les pentes du Manaslu. Voilà. C'est-à-dire que les gens progressent beaucoup seuls, d'où d'ailleurs la nécessité d'avoir une ligne de vie, puisqu'on est sur glacier, qui vont permettre à ces gens seuls de se sécuriser, hein, bien évidemment. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de groupes comme celui qu'on a créé pour cette expédition et qui s'est vraiment, encore une fois, soudé au moment de cette marche d'approche. Voilà. Donc là, Samdo, voilà, et puis on arrive à Sama, c'est Samagaon, donc Samagaon qui est ce village. Bon, tout a l'air abandonné hein, post-Covid. Bon, en plus, on est en septembre, hein, il faut le rappeler, donc avant la saison qui d'ailleurs n'aura pas tellement lieu puisque le Népal va ouvrir réellement ses portes, mais que début octobre, donc trop tard pour faire une saison de trekking. Et puis voilà, donc de Samagaon, en fait, l'idée, c'est qu'on y restait peut-être une journée. Donc, c'est un trek d'acclimatation de 8 jours. Donc, ensuite, Samagaon, on y passe une journée et puis on monte au camp de base donc à 4009. Donc, on peut préciser, excuse-moi Bien Eric, sûr. on peut préciser pour ceux qui connaissent un peu le Népal et qui ont fait le tour du Manaslu, qu'en général, on fait, pour ceux qui ont fait cette randonnée, on monte la Budi Gandaki jusqu'à Samagaon et après on passe le Larkié Pass. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez fait à l'envers pour arriver le plus tôt possible à 5000 mètres avant d'arriver à Samagaon. Donc, beaucoup de gens qui ont fait le tour du Manaslu jusque-là ont fait cette randonnée. Et là, donc, du coup, on reprend au camp de base, excuse-moi. Oui. Non, non, merci. Donc voilà, donc effectivement, au camp de base où on arrive, on passe 1 à 2 jours. Donc on peut parler peut-être d'ores et déjà des rotations. Bon, donc la première rotation vise à aller au camp 1, hein, et puis aller-retour. Voilà. Et donc, la particularité là aussi de notre expé, ça c'était bon, une idée de Polo, mais de Serge Bazin aussi, avec lequel on avait parlé, c'était de faire un camp 0,5. Mais là, pareil, moi j'ai vu absolument personne faire de camp 0,5. L'idée étant, comme je vous expliquais, ce dénivelé de 400 mètres, eh bien, plutôt que de passer de 5000 à presque 6000, hein, parce que là, en fait, on est plus à 5009 qu'à 5008, eh bien, on a fait un camp intermédiaire à 5004. Et ça nous a fait beaucoup de bien sur cette première montée, bon, qui est pas très raide, sauf sur la fin. Mais le fait de passer une nuit sur un camp qu'on a appelé camp 05 à 5004
a été une excellente idée. Donc, très bonne nuit à 5004, très bonne nuit à 5008, et hop, on redescend au camp de base. Ça, c'est la première rotation. On avait l'intention de pousser un peu plus loin que le camp 1, ce qu'on a fait d'ailleurs, peut-être pas aller toucher le camp 2, mais parce qu'en fait, entre le camp 1 et le camp 2, on va en reparler, c'est vraiment le nœud technique de cette expédition, beaucoup de parties raides. Donc, en fait, on est un peu monté, mais fondamentalement, voilà, on peut dire qu'on est allé au camp 1. Pour info, il y avait un chien qui était là-bas, qui a d'ailleurs été sorti d'une crevasse par des gars qui ont eu pitié, qui était très sympa. Et alors, le chien, bon, il montait avec nous. Je ne suis pas certain qu'il soit monté au camp 2 d'ailleurs, mais il est resté au camp 1 quasiment pendant les 2-3 semaines où on était là. Voilà. J'espère qu'il a fini par redescendre à Samagaon, mais c'était assez amusant de voir ça. Deuxième rotation, donc là, l'idée, c'est d'atteindre le camp 3. Donc là, on est revenu au camp de base. On a passé une journée, je crois, pas tellement plus. Et le surlendemain, on repart cette fois-ci vers le camp 3. Donc, camp 1, 5009, un direct, là, pour le coup, pas de camp 05. Un camp 2 à 6004. Camp 3 à 6008. Alors, entre le camp 1 et le camp 2, c'est effectivement le moment plus difficile techniquement, bon, pas très technique, mais effectivement, il y a 2-3 parties qui sont quand même bien raides, qui sont bien sûr équipées de cordes fixes. Il faut savoir que donc, du camp de base jusqu'au sommet, on a ce que moi j'appellerais une ligne de vie. Hein, encore une fois, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent seuls. Et donc, voilà, quand ils font leur progression un peu à la carte entre les camps, faut bien qu'ils soient sécurisés sur quelque chose. Bon. Et après, effectivement, notamment sur les séracs ici, il y a beaucoup il y a 2 parties qui sont vraiment bien raides et qui, pour la première fois, surprennent quand même pas mal, où là, on est quasiment en vertical, en fait. Hein. Et donc, elles sont équipées de cordes fixes. Il y a aussi une échelle, il y a 2 échelles, deux crevasses qu'on passe avec échelle. Bon, voilà. Donc, c'est effectivement un peu la partie, je dirais, la plus technique. Et puis, moi, j'espérais, parce que c'est ce qu'on m'avait vendu, et je pense à notre ami Serge, que camp 2, camp 3, ce serait tranquillou, parce qu'effectivement, c'est que 400 mètres de dénivelé. Mais comme on commence à être haut et que quand même, il y a au moins une partie qui est particulièrement raide, bon, là aussi, c'était quand même assez hard. Voilà. À savoir que camp 2, 6004, on a tous dormi comme des Loirs. Enfin, non, on n'a pas tous dormi comme des Loirs, c'est pas vrai. Moi, je dormais pas beaucoup, mais en tout cas, aucun mal de crâne, rien, sauf ceux qui justement allaient trop vite. Et dans le groupe, il y en avait 2-3 qui étaient les plus forts physiquement en tout cas, qui avaient toujours tendance à aller un peu trop vite. Et comme Dawa, le chef d'expédition local, était celui qui était devant et que les Népalais vont un peu vite, eh bien, ils avaient tendance à avancer un peu trop vite. Il y en a un exceptionnel qui s'appelle Pascal Pompéi, dont je reparlerai tout à l'heure, qui lui non seulement allait vite, mais avait pas mal au crâne. Et bon, je peux même déjà le dire, c'est celui qui va atteindre le sommet sans oxygène. Donc là, on est sur un profil quand même très, très particulier parce que finalement, on se rend compte que ceux qui sont capables de faire ça, ils ne sont pas très, très nombreux. Donc voilà, 6004, on dort bien, 6008, tout se passe bien et on redescend au camp de base. Là, on y passe 2-3 jours. En fait, on devait y passer que 2 jours, mais dans le groupe, effectivement, on a 2 personnes qui sont particulièrement fatiguées et dont on se demande comment va se passer la 3e rotation, qui en fait est le summit push. Donc, elles arrivent plus tard, puisqu'elles redescendent. En gros, il faut savoir, le camp 3 au camp de base, on fait ça, je ne sais plus, peut-être en très peu de temps. En tout cas, ça se fait dans la journée. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Autant on monte en 3 jours, autant on redescend dans la journée. Et eux étaient très fatigués, donc ils se sont arrêtés au camp 1 et nous ont rejoints que le surlendemain. Du coup, en plus, il y a eu un problème de gastro. On a eu très peu de problèmes de santé, mais bon, le gastro chez les Népalais. Et donc, on a attendu qu'un ou deux d'entre eux aillent mieux pour partir. Donc, on est resté 2-3 jours. Et puis après, on part pour le Summit Push. Summit Push, c'est 4000, donc c'est le camp de base, camp 1. Alors, voilà, Summit Push, on décide de faire une montée directe au camp 2, ce qui est quelque chose d'assez violent, mais qui permet aussi de se préparer à ce qui va se passer après le camp 3. Et donc, bon, c'est traditionnellement, on se fait un camp de base, camp 2. Ça permet de gagner une journée aussi. La météo était excellente globalement, on en reparlera. Mais Juste avant, Eric, ouais, juste avant le Summit Push, ouais. là, si tu peux nous dire, parce qu'a priori, cette stratégie, elle n'est pas forcément si classique que ça.
d'acclimatation et de rotation. Je sais que pour nous, c'était très important d'aller passer une nuit à 6008 au camp 3 pour préparer le plus possible ceux qui voulaient le tenter sans oxygène. Il y en avait quelques-uns. Alors, te dire exactement comment les autres s'acclimataient, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils s'acclimataient beaucoup plus vite. Comme je disais, il n'y avait pas de camp 0,5, monter au camp 1, bon, ça comme nous, ils redescendent. Après, effectivement, j'ai cru comprendre que tout le monde ne montait pas au camp 3, mais effectivement au camp 2, et que assez tôt, entre camp 2 et camp 3, ou en tout cas à camp 3, ils prenaient de l'oxygène. Pour terminer avec effectivement notre summit push, voilà, donc camp 2 direct, hein, puis camp 3, camp 4, qui est une découverte et qui semble effectivement très long, notamment sur la fin, on le voit bien ici, hein, avec, de toute façon on va le voir, pardon, je relance l'animation, on voit bien qu'effectivement la dernière partie est assez raide. Voilà, donc ici, on l'a dit, le nœud technique, là, un peu raide. Mais c'est incroyable, comme Didier, qui l'a fait il y a 2 ans maintenant, était vraiment pile poil. Là, en fait, pour info, on a dormi sur cette espèce de lèvre là. Et donc, en fait, on a une espèce de pinacle ici qu'on voit constamment de partout quand on monte. Mais en fait, ce n'est pas le sommet. Le sommet, il est effectivement ici. Voilà, donc camp 3, camp 4, ben oui, c'est effectivement très fatigant. Au moment où donc on arrive au camp 3, on a perdu donc 3 de nos participants. Donc donc on est 9 au départ, hein, 7 membres comme on les appelle, Clément Flourel, chef d'expédition, et moi. Ça fait donc 9. Clément, malheureusement au camp 3, un MAM sur le summit push et décide de redescendre. Les deux qui semblaient fatigués, malheureusement, abandonnent dans la montée. Et donc, on se retrouve à 6 au camp 4. Voilà. Donc moi, pour ma part, j'avais décidé de vivre cette expérience le plus haut possible, et l'enjeu de l'oxygène n'était pas un enjeu du tout éthique pour moi, mais au contraire, je souhaitais m'assurer à la fois de pouvoir monter et puis d'être lucide, d'autant que Clément n'étant plus avec nous, j'estimais que j'avais quand même une responsabilité, être capable de sentir les choses, si les choses se passaient pas bien. Donc, bon, est-ce que j'aurais pu monter sans ox? Clairement pas. Il y avait donc 2 personnes qui, du camp 4, sont parties sans oxygène. Un type assez fort qui, à 7006, a décidé de rebrousser chemin parce qu'il n'était pas question pour lui d'en prendre. Une autre personne qui, elle, est montée, c'est une femme forte d'ailleurs physiquement et même en termes d'expérience d'alpinisme, qui est montée jusqu'à 7008 et qui, elle, a pris de l'ox à ce moment-là. Donc, vous vous souvenez, il y avait une bouteille d'ox pour tout le monde. L'idée étant que pour ceux qui décidaient de ne pas prendre d'ox à partir du camp 4, eh bien, soit ils avaient une bouteille dans leur sac, c'est-à-dire qu'ils portaient quand même 5 kilos de plus, qui à cette altitude est pas évident. Et dans ces cas-là, si jamais ils décidaient finalement de prendre de l'ox à 7008 par exemple, eh ben, ils avaient leur bouteille et c'était possible. Et ceux qui décidaient de monter sans ox et sans bouteille, donc pour être plus légers, eux n'avaient pas le choix. La règle du jeu qu'on avait fixée, c'était qu'ils étaient obligés de faire demi-tour. Et il faut savoir que Pascal Pompéi, qui va donc atteindre le sommet sans oxygène, avait, lui, une bouteille d'ox en plus dans son sac. Donc non seulement il l'a atteint sans oxygène, mais en plus avec 5 kilos 5 kilos dans son sac. Voilà. Pour ma part, pour la petite histoire, donc moi, au camp 3, donc j'ai commencé à prendre ma bouteille. J'ai dû commencer à prendre de l'oxygène vers 200 mètres, mais c'était plus pour tester mon masque. Donc, en fait, je l'enlevais, je le remettais. Enfin, bon, voilà, je voulais me préparer à ce que c'était de respirer de l'oxygène. Bon, mine de rien, c'est une expérience qui est quand même qu'on est peu à on n'a pas l'occasion de vivre très souvent. Au camp 4, je suis arrivé et je l'ai retiré. Donc, 6-7 heures que j'ai passées au camp 4 étaient sans oxygène.
voilà, enfin, je veux dire, l'oxygène à ce moment-là et à cette altitude-là, vous la mettez, vous l'enlevez, enfin, il se passe a priori rien. Et puis après, ben, je l'ai mise de façon régulière quand on est reparti à 1 heure du matin vers le sommet, à 1,5 litre, 2 litres par minute. C'est ça, ouais. Et du coup, alors, ça fait quoi de respirer de l'oxygène? Quelles sont les sensations? Alors, la sensation, vraiment, c'est rien, quoi. C'est ça qui est, tu sais, terrible. C'est pour ça que tu passes ton temps. Le truc, d'ailleurs, se met un peu de travers. Enfin bon, c'est pas évident quand même à fixer. Les élastiques, il y en a partout sur la tête, mais ça glisse, etc. On est là, on essaye, mais bon, enfin, il y a une grosse résistance et on a l'impression qu'il se passe absolument rien. Bon, quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis arrivé à 7004 un peu avant certains qui régulièrement arrivaient avant moi. Donc, typiquement, évidemment, il y a eu un effet, c'est indiscutable, mais vraiment, on ne sent pas grand-chose. En revanche, ce qui se passe, c'est que et les Russes avaient eu une espèce de bouteille qui était avec le masque, je pense une bouteille d'eau, je ne pense pas que c'est une bouteille de vodka, et en fait, ça leur permettait, je pense, de s'hydrater et de s'humidifier un peu cet air, qui sinon est très sec. Et moi, en descendant du Manaslu, j'avais comme une espèce de trachéite, j'avais une soif intense, et ça me faisait vraiment très, très mal au niveau de la gorge. Voilà. Et sinon, franchement, rien, rien. Non, non, on espère prendre de l'air, enfin, comme en plongée, où on a des grandes goulées en fait, d'air, mais en fait, l'oxygène, ben, il se mélange à ce qui est autour, hein, évidemment. C'est l'oxygène pur, là, c'est pas de l'air, justement, la différence de la plongée. Et donc, ça se mélange au reste. Bon, on ne se rend pas bien compte. C'est pas, voilà, c'est pas très agréable, mais bon, indiscutablement, c'est efficace, puisque moi, je suis arrivé quand même plutôt en forme au sommet, quoi. Et quand je vois Pascal, qui lui était une fusée pendant tout le truc, il est quand même arrivé bien crevé. Mais quasiment en même temps que moi, ou je sais pas, ou un quart d'heure derrière moi. Donc ça monte un peu les performances du gars, quoi. Voilà, voilà. Je vais arrêter ce partage. J'espère que vous êtes tous là, toujours. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de vous montrer quelques images, et puis après, on va passer à quelques questions. Alors, tu étais sur le Summit Push, Ouais. Eric. Là, Oui, bon, on parlait juste une petite question. On parlait bon, de l'ascension avec ou sans Ox. Vous êtes tous arrivés là-haut. On te voit sur la photo, là, presque là-haut. Moi, je suis encore au camp de base pour ceux qui le voient. Je suis très loin de toi. ouais. C'est quoi alors? C'est quoi pour toi? C'est quoi la sensation quand tu arrives là-haut? Et on est vraiment dans quelque chose que moi, je n'avais pas vécu jusque là. Donc, une sensation de bien-être, un peu d'euphorie. Et à la fois, ça reste très, très doux, très calme. Bon, je pense pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un engagement de long terme, mine de rien. Enfin, bon, on y pense depuis plusieurs mois et quelque part, on se dit, bon, bah, voilà, enfin, il y a presque une forme de normalité quand on arrive, on se dit bah oui, bon, bah, quand même, voilà, j'ai un peu bossé pour ça. Et donc, en fait, on pense à la descente aussi beaucoup, puisque comme tu le sais, voilà, c'est quand on est revenu au camp de base qu'on peut dire qu'on a réussi. Une forme d'inquiétude aussi parce que je ne suis pas seul, donc je regarde un peu comment vont les autres. Et puis moi, j'ai l'impression que pour avoir échangé avec Pascal Pompéi, justement, qui est un bon alpiniste, hein, avec beaucoup d'expérience et tout, en plus d'avoir ses capacités physiques, et qui n'était pas non plus, voilà, qui semblait dire que probablement pour les mêmes raisons. Voilà, on est bien, mais il y a pas d'euphorie, comme si ça avait été comment dire, encore une fois, un effort très, très intense et très court. Mais je pense que ce qu'un sommet comme celui-là fait, c'est que ça nous construit véritablement dans la durée, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un acquis avec lequel ben, j'ai la chance de vivre depuis 2 mois. Alors, est-ce que ça fait de moi un homme différent? Sûrement pas, mais quelque part, c'est quelque chose qu'on a pour la vie. Et donc, je pense que voilà, cette euphorie qui n'est pas particulièrement intense au sommet, elle se diffuse après pendant très longtemps. Et vous êtes resté un petit peu, vous avez bu un coup d'eau chaude,
Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'était super zen. Ben, alors oui, la météo a été très clémente, hein. Donc à la différence de l'Everest, justement, on a une météo très stable et bon, alors beaucoup de flotte, hein, beaucoup de, évidemment, que de moussons. Donc avant, sur le trek d'acclimatation et jusqu'à 5000. Donc au-dessus de 5000, c'est un peu de neige, mais des neiges d'après-midi, hein, parce qu'on est quand même très haut, hein, même par rapport aux nuages et tout ça. Donc pas vraiment de soucis, mais surtout, comme tu le sais, pas de vent ou très peu, 10-20 km/h de vent. Et ça change tout, hein, ça change tout. Entre 20 km/h et 50 km/h ou plus, c'est pas du tout le même sommet. Donc là, on a eu beaucoup de stabilité. Comme il y avait absolument, enfin, très peu de vent, ben oui, on a pu rester vraiment 1 heure. Et ce qui nous a fait repartir, c'était qu'il y avait les Russes. On était 2 équipes finalement, parce qu'on comme euh, tu le suggérais, on était les derniers en fait sur la montagne, toutes les équipes, parce que oxygène, parce que acclimatation plus rapide, on finit le sommet 4 jours avant, quoi. Donc on était vraiment les 2 derniers. Il y avait nous et le Russe Kudjat, hein. Alors Kudjat, c'est un truc dont on n'a plus tellement l'habitude comme expression, mais enfin bon voilà, il n'avait pas de jambes, un ancien militaire incroyablement courageux qui avait fait l'Elbrouz et qui là, avec une équipe quand même conséquente de Népalais, était parti à l'assaut du Manaslu. Et je crois qu'on a pas mal parlé en France d'ailleurs. Donc en fait, on était voilà, les 2 dernières équipes. Et donc quand on est monté, ben, quand on est au sommet, alors parler du sommet, mais quand on est au sommet, ben, il n'y a pas de place pour deux équipes, quoi. Donc en fait, il y a un point d'attente qui est plus bas, où ils attendent qu'on redescende pour eux-mêmes monter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est redescendu. Et puis 8h30, donc on a dû partir vers 9h30. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de redescendre le plus bas possible, hein, comme tu sais. Donc pas question de rester au camp 4. Pourtant, il failli y avoir une espèce de piquet de grève, parce qu'il y en avait au moins 3-4 qui disaient mais non, très bien au camp 4, on veut rester. Une espèce d'euphorie suicidaire d'ailleurs. Bon. Et donc il a fallu vraiment toute la force de Dawa pour faire descendre tout ce petit monde au moins vers le camp 3, quoi. Et donc, bah, faut y arriver au camp 3. Et mine de rien, on y est arrivé vers 17-18 heures. Voilà, donc ça c'est le camp de base. Donc nous, en fait, on était placé assez haut. Donc quand on arrive de Samagaon, je sais pas, on voit ma flèche quand elle se déplace comme ça, David? Moi, je la vois. Tu la vois. Oui. Donc en fait, on arrive par là. Voilà. Et donc on passe, ça c'est vraiment l'arrivée du camp de base et tout. Et nous, eh ben, on était très haut. On était quasiment 100-150 mètres plus haut que ceux qui étaient là. Donc, bon, ça veut dire que quand on va aller choper de la Wi-Fi qui se trouve vers les tentes ici, ben, c'est 3 quarts d'heure aller-retour. Mais d'un autre côté, quand on part vers les camps d'altitude, eh ben, on passe devant chez nous. Donc, toutes les expéditions passaient devant notre drapeau. On était très contents. Et puis, nous, on avait une demi-heure de moins pour monter. Donc, voilà, ça, c'est le camp de base. Voilà, donc il devait y avoir à peu près 180, il y avait 180 permis qui avaient été accordés, ouais, 25, je dirais 25 expéditions, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, photo du camp de base. Et puis voilà, donc là, en fait, bah, c'est entre le camp de base et le camp 1. Donc ça, c'est le fameux pinacle dont je vous parle. Et en fait, le sommet, on ne peut pas le voir d'ici, hein. Le sommet, il est derrière, il est caché par le pinacle. Donc là, on arrive directement au camp 1, mais je pense qu'on va voir. En fait, le camp 1, il est à droite ici. Donc en fait, on voit un bout de trace ici, et on passe par la droite, et en fait, après, ben, on va monter par là, hop, et ici. Mais on va le voir un peu mieux tout à l'heure. Voilà, ça c'est le camp 1, donc toujours le pinacle. Euh, Voilà, donc là, on vient de quitter le camp 1, on est entre le camp 1 et le camp 2, donc là, on doit être dans notre première ou deuxième rotation, je ne me souviens plus, donc on voit en fait, hein, le chemin très clair. Ensuite, bah là, il y a une première montée, bon, qui n'est pas très longue, et puis après, ça passe ici, par derrière, hop, on remonte, là, un autre moment assez raide, et puis on voit encore des petits bonhommes ici. Derrière, c'est le camp 3. Et puis après, voilà, après on va passer par où? Bah, par là, quoi. Ça, c'est le camp 1 vu de dessus. Voilà, donc ça, c'est une illustration d'une partie un peu plus raide. Et donc, on parlait des pentes et quelqu'un demandait à combien elles sont en termes de degrés, peut-être. Wow. Qu'est-ce qu'on peut trouver en profil?
Il y a vraiment de tout. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je dirais, je me souviens presque plus. Et en plus, les photos aplatissent tout. Donc, je me dis, mais c'était vachement raide, quoi. Et quand je vois les trucs, j'ai l'impression que c'était plat. Bon, la réalité, c'est que c'était entre 50 et 80, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah bah là, il y a les deux ressos, enfin, pas les deux, il y en a même trois, quatre. Oui, on est dans quelque chose, mais de totalement, ouais, totalement, enfin, presque totalement vertical, ouais. Ouais. Bon, ça, c'est une petite échelle. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Icefall, hein, de l'Everest, hein. Il y a juste. Mais en revanche, c'est moins bien installé. Enfin, je sais pas, je ne suis pas allé à l'Icefall, mais bon, enfin, elles étaient hyper branlantes, leurs échelles. Mais il y en a très peu. Puis c'est très court et tout. Mais c'est assez impressionnant. Il faut reconnaître que ceux qui se font l'Icefall en aller, en retour, 3 fois, et puis avec 25 crevasses à passer, ça ne doit pas être le bonheur. Voilà, donc là, on voit bien que c'est quand même assez raide, là aussi. Donc, en fait, on monte voilà, avec un peu le piolet, mais enfin, quand même pas mal en s'aidant, en tirant sur la corde fixe, et puis avec les crampons, bien sûr, et puis ça se descend en rappel. Et donc, au départ, il n'y avait qu'une corde fixe, en fait, pour monter, et heureusement, ils ont mis une deuxième corde fixe pour descendre, parce que tout ça crée évidemment des bouchons, même si on n'est que 20, hein. Il faut attendre que celui qui est enfin bon, on peut imaginer quoi, se croiser alors qu'il y en a qui montent, et si on attend un quart d'heure qu'il y en ait un qui monte pour faire son rappel, ça prend du temps. Voilà. Donc ça doit être ça, c'est le camp 2. C'est le camp 2, mais à la dernière rotation. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Tout est vidé là. Enfin, c'est en revenant du semi de couche en fait. Et donc là, on vous voit avec des bâtons de marche, en fait, vous avez utilisé les piolets. Quelqu'un demande, est-ce qu'on a 2 piolets techniques pour ces pentes, très raides? Alors oui, on sort le piolet à certains moments, mais finalement, enfin, l'idée, c'est qu'on va beaucoup travailler, alors bon, les puristes seraient peut-être choqués, mais avec les bras et les crampons, quoi. Ok, donc à la Jumar, par exemple. À la Jumar, bien sûr, à la Jumar, ce que je veux dire. À la Jumar, à crampon, bon, on peut sortir, on a sorti peut-être le piolet, mais bon, sur ces parties très raides, bon, techniques évidemment, bon, les bâtons, on les range, hein, mais après, dès qu'on revient sur des pentes à 40, voilà, bon, enfin, 50, bah, les bâtons sont parfaits, quoi. Donc ça, c'est au-dessus du camp 3. En montant vers le camp 4. Alors là, on voit bien justement la fameuse lèvre dont on parlait. Donc en fait, on voit bien ici, hein, ceux qui montent. Voilà. Et alors, c'était quoi les horaires à peu près? Vous partiez à quelle heure? Fallait partir très tôt pour la neige ou... Non, non, on est globalement, non, je dirais qu'on partait vers 7 heures, quelque chose comme ça, 8 heures. Non, c'était vraiment, ouais, Les vacances, les vacances. c'était des vacances, absolument. Sauf le jour du Summit Push. Là, on n'a pas dormi. Effectivement, c'est vrai que bon, cet enchaînement est effectivement plus long. Donc ça, c'est toujours, on a quitté le camp 3 là pour aller vers le camp 4. Bon, et bon, c'est vrai que sans oxygène, oui, ben, c'est vrai que à cette altitude-là, bon, chaque pas est un effort. C'est intéressant. Enfin, c'est pas nécessairement très compliqué, mais c'est vrai que faire 20 mètres, on se dit, oh là là, mais est-ce que je vais réussir? Bon, et puis finalement, ben, on réussit, et puis voilà, et puis on va de 20 mètres en 20 mètres. Mais vous voyez, je dis ça parce que je me souviens de là où je mets ma flèche. Oui, enfin, n'importe qui voit ça, il se dit, OK, en un quart d'heure, c'est réglé. Bon, déjà, ça prend 2 heures, et puis ça me semblait tellement loin, quoi. Donc on a vraiment une vision très déformée de la réalité. Vous voyez, le moment où ça tourne à gauche, j'en rêve depuis 2 heures. Là. Je me dis, si je réussis à aller jusqu'à ce moment où ça tourne à gauche, là, peut-être que je vais réussir à aller jusqu'au camp 4, quoi. Et alors, un petit mot sur les Népali leaders, sur les Sherpas, sur vos assistants. Du coup, c'est eux qui portaient. Alors, ils portaient combien? Ils installaient les camps. Ça vous a beaucoup aidé?
Alors oui, bah, ils sont fabuleux, évidemment, ils sont physiquement tout à fait là. En plus, on avait une équipe qui est l'équipe de polo, hein, de Bichal Rai, qui est une équipe vraiment merveilleuse, quoi. C'est-à-dire que relationnellement, des gens incroyables. Et puis, c'est vrai qu'il y avait pour eux ce challenge quand même, puisque la plupart d'entre eux n'étaient pas montés à 8000. Mais ils avaient fait de grandes choses déjà au Népal, hein, bien sûr, sur des 7000 et autres, mais pas 8000. Et donc là, c'était l'occasion pour eux tous, d'ailleurs, puisqu'ils sont 9 à être montés. Voilà, donc ça a été un grand succès. Donc un relationnel incroyable, une qualité physique énorme. Bon, ils ont été là, enfin, tu te souviens, on avait préparé un certain nombre de choses, une grande entente avec Clément d'ailleurs, qui a joué un super rôle aussi d'animation de cette équipe. Dawa était le chef d'expédition népalais au top aussi. Non, vraiment une équipe superbe. Le portage, bien sûr, mais moi, j'ai été assez surpris parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est quand même obligé de porter pas mal. Et on s'est tous retrouvés avec 12-15 kilos, hein. Et Bon, les amis népalais, alors, du coup, ils montaient oui, comment avec vous? il devait être à 15, probablement peut-être à 17, mais eux, de façon systématique, ouais, mais bon, ah, si, il devait porter évidemment 5 kilos de plus, mais bon, chacun essayait quand même de porter voilà, de porter sa charge, quoi. Bon. Mais maintenant, c'est vrai que moi, en particulier avec tous les équipements électroniques et tout, l'Iridium Go, l'Iridium, le Garmin InReach, le machin, mes batteries pour alimenter tout ça, bah, c'était facilement 4 kilos de plus, quoi. Bon, donc ça après, c'est pas très raisonnable. Mais bon, c'était pour la beauté de la com. Mais eux, oui, oui, ben, bien sûr, ils portent plus, donc ça doit aller jusqu'à 20 kilos probablement. Mais bon, 20, ça me semble tellement énorme, mais bon, probablement. En tout cas, jusqu'au camp 3. Après le camp 3, non. Là, ils étaient quand même plutôt aux alentours de 15 et nous aux alentours de 10, quoi. D'accord, très bien. Parce que c'est eux qui montent les tentes et les bouteilles d'oxygène, en fait, hein, Bien sûr, c'est eux qui montent les tentes, mais pas nécessairement quand on est là. Oui, Donc, du coup, quand on est là, ils vont porter. Donc, ils ont déjà fait. Quand nous on se repose, eux ils repartent. Bon, c'est pas beaucoup reposé, mais mine de rien, enfin, ils travaillent évidemment des journées plus longues que nous. Et donc, voilà. Donc, nous, on se rend pas bien, on les voit pas vraiment monter les tentes ni les bouteilles d'ox et tout. Ils l'ont fait quand nous on faisait nos acclimatations. En fait, c'est ça. Quand nous on faisait nos acclimatations au camp 1 ou camp 2, ben, eux, ils montaient au camp 3, voire au camp 4. C'est à ce moment-là que ça se passait. Et quand ils étaient avec nous, oui, ils nous aidaient un peu éventuellement sur le duvet. Enfin bon, voilà. Mais voilà. Donc au moment où nous, on portait un peu, eux portaient bien sûr un peu plus, mais ce n'était pas non plus énorme. Mais en revanche, on n'a pas vu quand ils montaient vraiment les choses lourdes. Et après, donc, ils ont utilisé de l'ox à partir du camp 4. Mais bon, camp 4 sommet, là, on est tous super légers, hein. Donc, voilà. Donc là, on voit le sommet, en fait. Ici, on voit le fameux pinacle. Donc là, on est au camp 4. Ça, c'est en arrivant vers le sommet, justement. Donc, après cette grande pente là, qui fait un peu tremplin à ski, on voit la corniche là, qui dépasse un petit peu. Et voilà, la corniche qu'on voit bien ici, avec au bout le fameux C2, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a C2, il y a C3 derrière, il y a C4. Alors là, on les voit sur la photo, mais quand on est dans l'ambiance et tout, on ne voit pas grand-chose quand même, pour être tout à fait sincère. Et on voit qu'effectivement, c'est équipé jusqu'à ce sommet-là. Et donc, pour anticiper les questions que vous pourriez avoir, voilà, pour nous, le sommet, il est là. Voilà. Donc, vous voyez, on sent quand même une ambiance, moi, je trouve particulière euh, ces Nepali leaders. Enfin, vraiment, ça a été un moment de partage très fort. Voilà. Et là, on est dans la redescente. Donc, on rappelle la les fameuse, échelles. la fameuse échelle. Le camp 1, vous voyez, qui s'est complètement vidé. Il n'y a plus personne. Et après qu'on soit passé, il y a encore 2 tentes en moins. Voilà. Et ça, c'est en redescendant au camp de base. Ça, c'est moi. Ça, c'est Dawa. Et ça, c'est Clément. Alors, Dawa, pour la petite histoire, qui était notre officier de liaison pour l'Everest.
et tout Oui, à c'est fait ce que par tu m'as hasard, dit quoi, après, mais je ne hein. savais même pas. Ouais, ouais. Voilà, quand on a été chercher nos permis Mm. au ministère du Tourisme, là, ben, on nous a présenté un officier de liaison comme on a à chaque fois qu'on va sur un 8000, voire peut-être un 7000. Et du coup, nous a été imposé comme notre officier de liaison pour l'Everest. Et là, on le retrouve pour le Manaslu comme notre chef d'expédition népalais. Voilà. Et Clément qui Effectivement. était notre guide français. Abordons peut-être cette thématique de sommet dont on a entendu parler, parce qu'en fait, bon, il y a eu quelques dossiers qui sont d'ailleurs, qu'on a pu voir dans Mountain Magazine, qui parlent des vrais sommets, des faux sommets, et en particulier pour ceux du Manaslu, du Dhaulagiri et de l'Annapurna, sans, donc qui étaient tolérés. C'est-à-dire qu'on tolérait d'arriver quelques mètres moins haut et à quelques mètres de distance pour des raisons de sécurité. Et tout comme le gouvernement népalais et tout comme l'Himalayan Database, hein, issue d'Elisabeth Oley, qui est la personne qui vérifiait que tout le monde avait vraiment été au sommet, qu'elle allait cuisiner chaque alpiniste quand il revenait pour savoir s'il y avait été. Elle lui demandait qu'est-ce qu'il avait vu, quelle photo, et des fois elle validait ou non, donc ça faisait un peu office de, comment dire, de vraiment validation officielle. Et tout ce beau monde validait le fait de s'arrêter un peu avant, là où on s'est arrêté en fait, hein. Donc pour nous c'était très clair, on l'avait annoncé à tout le monde, mais là ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu quelqu'un qui, quelques jours avant vous, donc vous n'étiez pas au courant, Mm. a gravi le sommet. Mm. Jackson Grove arrive à faire décoller son drone et à prendre des photos absolument magnifiques de l'équipe de Ming Magé, Mm. hein, Mima Gyaltsen, donc un Népalais qui a pignon sur rue et qui propose de faire des 8000, qui a un très très bon niveau. Et on les voit qui descendent et qui remontent pour aller un tout petit peu plus loin. Donc la photo est extraordinaire. Et là, du coup, ça fait un peu le buzz en France. Vous êtes encore là-bas, vous n'êtes absolument pas au courant, Ouais. et vous revenez, et tout le monde commence un petit peu, enfin tout le monde non, mais quelques médias plus ou moins virulents commencent à dire on a retrouvé le sommet, on l'avait perdu, on ne savait pas, ceci, cela, vous êtes des tricheurs, vous êtes des menteurs. Alors, bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça de plus, toi qui étais sur place, Mm. qui a vu un petit bout de cette réalité quand même, quoi, hein. Bah, alors, oui, alors non, bah non, nous on n'a pas vu grand-chose. On le savait, effectivement, parce que c'était une notoriété publique qui avait non pas d'ailleurs un faux sommet, mais qui avait effectivement une sorte d'antécime et qu'on pouvait monter 5 mètres plus haut. Mais moi, je n'avais aucune représentation spatiale de ce plus haut où il était. Et donc, fondamentalement, je ne savais même pas où il était. C'est-à-dire qu'arriver contre le C2, c'est-à-dire ce qu'on voit derrière moi, là, bon, on voit pas ce qu'il y a derrière, mais on se dit que oui, il doit y avoir autre chose, peut-être qu'il fait 4-5 mètres de plus, mais franchement, c'est pas le sujet. C'est vraiment la dernière chose à laquelle on a pensé. Et comme tu le dis, on s'est croisé avec Ming Magé. Quand on est revenu, il n'y avait plus personne au camp différent et donc au camp de base. Donc cette question ne s'était pas du tout posée. Alors, ce que je peux faire pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, c'est leur montrer, parce que j'avais alors les photos pas de très très bonne qualité, parce que c'est des copies d'écran. Mais enfin, vous voyez, bon, ça c'est donc visiblement les équipes qui sont arrivées 3 jours, 3, 4, 5 jours avant nous, hein, puisqu'il y a plusieurs vagues, hein, de summit push. Mais bon, nous, on n'a pas connu ça. Donc voilà, ça c'est effectivement le Manaslu. Là, c'est tel qu'on le voit ici, on a l'impression des très grandes différences, mais attention évidemment à Parce qu'on a l'angle. l'impression qu'il y a 200 mètres là sur la Ouais, photo ouais. Non, entre non. là où sont les petits bonhommes et puis Alors et qu'il y le a, sommet tout à gauche, quoi. alors qu'il y a 20 mètres et entre les deux, il y a entre 3 et 7 mètres, hein. C'est ça, et encore, on pourra en reparler. Donc ici, effectivement, ce qu'on voit, mais même Jackson Grove qui prend ça au drone, il ne voit même pas ces gens-là, ce qu'il dira après, est-ce que c'est un mensonge, j'en sais rien. Et il ne voit même pas qu'il y a des gens qui sont en train de passer par la droite. Donc en fait, vous voyez que voilà, le sommet est là, et puis il y en a, mais bon, Ming Magé, bon, c'est quand même l'un des plus grands alpinistes actuels népalais, hein, c'est pas non plus le premier venu, qui effectivement, avec son équipe, va aller à ce sommet-là, qui encore une fois paraît beaucoup plus haut, mais ça n'est absolument pas le cas. Voilà, là, il y a une autre photo, là aussi. Bon, on voit que c'est quand même assez raide. Voilà, et là, celle-là est assez intéressante. Ok.
Voilà. Là, on a l'impression que c'est plus près, effectivement. Hein, on a Hein, l'impression que là, on a c'est plus l'impression que près. c'est plus près. Et bon, donc, encore une fois, il faut se méfier des images. Bon, ce qui est clair, c'est que moi, ce que je vois ici, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, équipé, il n'est pas question de partir sur la pente sans rien, mais équipé, il n'y avait aucun problème cette année pour faire ça. Donc, voilà. Donc, moi, si tu veux, j'aurais tendance à te dire, bon, je ne savais pas du tout où se trouvait ce fameux sommet, ce fameux vrai sommet. Ben là, maintenant, on le voit. Maintenant, pour en reparler, pour en avoir parlé même avec Serge, qui connaît bien et qui en plus est un géomètre de formation, il faut faire très attention parce que le Manaslu, d'une saison sur l'autre, n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que vous allez au printemps, il n'y a pas un brin de neige et ce serait intéressant de voir à quel point tel sommet est plus haut que tel autre. Et puis l'autre question, c'est de savoir comment effectivement l'année prochaine, tout ça, ça va se présenter. Ce que je veux dire, c'est que l'innovation de Minmagé, c'est d'être passé par là. C'est vrai que moi, j'en avais jamais entendu parler, alors que tout le monde disait que par l'arête ici, et c'était ça qui était plutôt présenté, c'était impossible parce qu'évidemment, on voit bien que c'est extrêmement instable et on voit le risque qu'on prend si jamais on part avec la neige, quoi. Bon. Donc voilà. Bon. Donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est une bien mauvaise polémique parce que moi j'aimerais bien que ceux qui la font viennent avec nous et voient un peu ce à quoi ça ressemble là-haut. C'est assez élitiste parce que finalement, en gros, c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire, ils disent, ces amateurs éclairés, on ne veut pas les voir, nous, on veut voir que des mecs très forts sur les sommets. Mais fondamentalement, quand on voit les risques qu'eux prennent, il n'est pas question de les faire prendre à nos clients. Bon, ça me semble être une évidence. Encore une fois, sauf si c'est équipé, auquel cas, allons-y. Mais encore faut-il pouvoir l'équiper. Et comme on le dit, ce ne sera pas possible tous les ans. Voilà. Donc, Non, oui, oui. Et puis, bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'importance de se faire valider, entre guillemets, d'avoir son certificat, d'avoir été au sommet de telle et telle montagne, on peut dire qu'elle est très importante pour celui qui le fait pour être dans le livre des records, en étant le plus jeune, le plus vieux, sans oxygène, faire les 14 000. On va lui dire, tu n'as pas été au vrai sommet, tu y retournes. Pour celui qui veut avoir son expérience d'hypoxie à 8000 mètres d'altitude et arriver à 7 mètres un peu plus bas que le sommet, on peut dire que c'est bien souvent largement suffisant, sauf si les conditions le permettent, quoi, évidemment. oui, et bon, c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez étonnant que la database, la Himalayan Database de Oleg, qui est un peu le juge dans tout ça, aille dans ce sens. Parce que pour moi, il y a effectivement, c'est exactement ce que tu dis, quoi. Bon, il y a tout cela, cela, c'est à eux. De toute façon, chacun son éthique aussi. C'est à eux d'aller là où ils pensent que c'est juste d'aller. Et bon, et voilà. Pour tous les autres, c'est-à-dire 95% d'entre nous, bon, effectivement, on peut estimer que la tolérance, elle suffit parce que le risque, évidemment, c'est de pousser les gens voilà, au-delà de leurs limites. Et bon, donc, ça serait intéressant de voir comment ça va se passer, effectivement, l'année prochaine. En tout cas, cette année, Elisabeth Ollet, d'après ce que j'ai compris, valide encore le C2 comme étant le sommet. Enfin, l'équipe d'Elisabeth, hein, qui est décédée Oui. il y a quelques années. Alors, on va peut-être répondre rapidement aux questions. En fait, il y a pas mal de questions sur le fil d'actu. C'est long à 80 degrés, ouais, je dirais c'est 20-30 mètres. Vous n'avez jamais eu froid, non? Parce qu'en fait, au sommet, il faisait sans vent. On est dans les normes, hein, donc -15, peut-être moins. Ouais. Et donc, on est tellement bien équipé de nos jours, vraiment aucun problème, quoi. Aucun Alors, il y problème. a la question de pourquoi le choix du Manaslu et pas le Ouais. Shoyu, le G2 ou le Broad Peak. On peut dire que le Népal a un côté rassurant, je dirais, pour plusieurs niveaux. Déjà pour les équipes locales, avec des Népalais qui sont absolument extraordinaires, qui ont vraiment une expérience des 7000, des 8000 mètres, et on le voit, et bien souvent, on en a parlé. Moi, je connais quelques guides, hein, dont Michel Pelé, par exemple, des Vieux de la Vieille, qui apprenaient aux Népalais à mettre des cordes fixes, à mettre des échelles, à équiper la cascade de glace. Maintenant, quand on voit comment ça se passe, finalement, entre 7 et 8 000 mètres, les Népalais, guides de haute montagne ou pas, ont souvent beaucoup plus la caisse et sont les leaders entre 7 et 8 000 mètres. Hein. Même un guide de haute montagne français, il a du mal à quand même assurer. Donc, le Népal et les Népalais sont très rassurants. En termes de rescue, en termes de sauvetage,
s'il y a le moindre problème, un hélicoptère décolle, on l'a vu, il y a beaucoup d'abus d'ailleurs, mais quand même, c'est rassurant. On sait qu'en quelques minutes, si la météo le permet, on peut avoir un hélicoptère qui peut aller jusqu'à 6000, mais un peu plus, 6000, 6500 mètres. Oui, oui, naturellement. Bon, d'autant que le Choyu, bon, de toute façon, n'était pas accessible. Elle ne sera pas pour quelques années encore, on le sait. Et puis, bon, le Broad Peak, c'est quand même assez sérieux. Moi, j'ai l'impression techniquement. Faudra, bon, faut en reparler, mais je pense qu'il y a vraiment des parties assez longues, assez raides. Bon, en plus, on l'a vu, hein, d'ailleurs, la saison dernière, il y avait quelques équipes, il y a même eu d'ailleurs un essai, hein, au Un Broad Peak. coréen. Mm. Coréen. Bon, il y a eu aussi un décès au Manaslu, hein, cette année. Bon, enfin, voilà, bon, chaque sommet a ses spécificités. Le Gasherbrum nous fait rêver évidemment, donc on aimerait bien monter quelque chose là-bas. Bon, il semblerait que la partie que toute la partie Icefall soit quand même devenue un petit peu compliquée à gérer, mais je pense qu'on va y aller un jour ou l'autre, mais on va en reparler. Bon, donc voilà, Everest Manaslu, c'était effectivement les choix un peu naturels, mais qui sont posés plus par la passion des chefs d'expédition avec lesquels on travaillait, donc Bernard Muller sur la partie Everest et Paulo Grobek avec le Manaslu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est monté. Et en fait, c'est comme ça qu'on aime le monter. Par exemple, là, on a un Makalu prévu hein, en Voilà. avril 2023 parce on pensait le faire partir en 2022, mais un des participants s'est blessé légèrement, mais donc il sera plus en forme dans un an et on n'est pas pressé, qui là aura comme chef d'expédition Serge Bazin. Bon, donc voilà, on va se, c'est pour ça qu'on va travailler sur le Serge Makalu. Bazin qui connaît le Makalu, qui connaît la montagne et qui a été au sommet du Manaslu, du Shoyu avec des clients et qui a une belle expérience. Et effectivement, il est très enthousiaste avec le Makalu, quoi. C'est une belle montagne très technique, enfin assez technique quand même hein, pour des alpinistes avec 700 mètres de vertical, mais pas trop de danger objectif et surtout, enfin, quand on connaît un peu le Népal, on voit le Makalu entre l'Everest et le Kanchenjunga, voilà, c'est un beau projet, quoi. Il y a cette question de Pierre-Louis qui dit le fait d'avoir fait un 7000 peut aider. Alors tout le monde quasiment avait fait un 7000 là dans le groupe et donc oui bien sûr ça peut aider. Bon ça peut aider parce qu'on est dans un tel engagement à 8000 que si on ne s'est pas testé à la haute altitude avant, ben, on prend le risque d'être déçu. Et d'ailleurs dans les deux personnes qui ont dû bon deux personnes qui ne sont pas montées les deux avaient fait bon, la Concagua, donc étaient montés à presque 7000. Je sais que l'un d'entre eux avait eu des soucis d'acclimatation déjà sur la Concagua. Donc voilà, le fait de faire un 7000, ça permet de voir comment on réagit à la très haute altitude, hein, c'est clair. David, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, moi je pense que vraiment l'hypoxie, enfin l'expérience de l'hypoxie, l'expérience d'avoir été à 6000 mètres, d'avoir été à 7000 mètres, ça va évidemment aider. Donc ça va vraiment donner beaucoup plus de chances d'aller à 8000. Quand on voit l'engagement que c'est d'aller à 8000 mètres, c'est-à-dire un mois et demi grand minimum et 20 000 euros grand minimum, donc financier, de temps, personnel, d'énergie, c'est dommage de faire des impasses, de ne pas se tester à 6 et 7 000 mètres avant, puisqu'on va finalement économiser sur un peu de temps, un petit budget. Un pic Lénine, c'est combien de temps, c'est combien finalement donc on trouve des 7 000 mètres assez accessibles, comme je pense au pic Lénine, presque à la Concagua. Et vraiment, c'est dommage de ne pas y aller au moins une fois avant, voire plusieurs fois, quoi. On voit quand même dans les résultats, enfin, on voit quand même que celui qui a de l'expérience se donne beaucoup plus de chances. Et on voit Pascal Zellner, là d'ailleurs, qui nous a dit en termes d'acclimatation, on a passé une nuit à 6008 et il nous disait idéalement, il faut aller s'acclimater, mais là, c'est pendant l'expédition, à 7000 ou 7005, avant de monter à 8000. Donc, plus on va haut, plus on y passe du temps, plus on s'acclimate et plus on a d'expérience, plus le corps, on ne sait pas encore, hein, Yves Remond, on dira quelques mots peut-être sur la fin pour les remerciements, mais le corps doit avoir une certaine mémoire du processus d'acclimatation à l'hypoxie, quoi, en fait. Le fait d'être dans des expéditions longues aussi permet de se préparer à ce qui va se passer sur un 8000 pendant 3-4 semaines.
C'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que le pic Lénine est un meilleur test que la Concagua, parce que la Concagua c'est du trek jusqu'en haut, donc on se teste uniquement sur la haute altitude. Pic Lénine, mine de rien, il y a tout l'aspect environnement, alpiniste, voilà, qui permet de se préparer encore mieux. C'est des conditions rustiques, on va dire. C'est que celui qui n'a pas ou qui n'a pas trop d'expérience d'hypoxie ou de montagne, ce qui pourra l'aider ou ce qui pourra ajouter, c'est d'avoir fait du polaire. Parce que quand on fait du polaire, on a l'habitude de son réchaud, on a l'habitude d'être par -20, -30 degrés, et on a de la rusticité, quoi, en fait. Est-ce que certains ont pris de l'ox pendant la nuit pour récupérer? Je ne crois pas. En Euh, personne. Ça se fait peut-être ça plutôt à l'Everest quand quand on est à 8000 mètres avant d'arriver à presque 9000, à 8008. Non, bon, Et ça doit se faire, mais nous non en tout cas. Ouais. Mm. voilà, oui. Et surtout, là, on nous pose une question sur la préacclimatation en temps pressurisé. Mm. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que certains l'utilisent? Donc, je pense qu'on a un vrai sujet avec ça. Nous, en tout cas, on s'est vraiment intéressé à la question. Mm. Je pense que ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup. On teste, on propose. On a quand même mis en place ce processus, c'est-à-dire que les personnes qui veulent partir avec nous sur un sommet à 8000 mètres, je pense plutôt à l'Everest, parce que ce qu'on peut quand même dire, c'est il y a beaucoup enfin, il y a, sur les 14 sommets à 8000 mètres, il y en a la majorité qui est entre 8000 et 8002. Et il y en a quelques-uns, dont le Kanchenjunga, le Makalu, l'Everest, qui sont au-dessus de 8005. Et dès qu'on dépasse les 8100, chaque centaine de mètres au-dessus de 8000 devient plus dur de manière assez exponentielle. Donc moi, je dirais qu'effectivement, il y a des vrais... autant on peut dire tester le Shoyu, le Manaslu, le Shishapangma ou autre, le G2, sans oxygène, pourquoi pas, enfin, ça peut être imaginable pour certains qui ont de l'expérience à 7000, mais tenter un Makalu, un Everest ou un Kanchenjunga sans oxygène, c'est une autre dimension, quoi. On peut, voilà, tous les 8000 ne sont pas égaux, et donc cette préacclimatation peut être très importante, je pense, pour les gros sommets. Voilà, moi j'avais pas mal, je pensais à pas mal de remerciements là et citer quelques personnes. Alors je pense à Didier Mille, hein, qui est Didier Mille, bon, que j'ai connu il y a quelques années. Il a programmé des 8000 mètres, donc c'est quelqu'un de grande expérience, qui a traduit un livre de Shipton qui nous aide à programmer notre offre des 14 8000 mètres. Et c'est une personne voilà, qu'on remercie énormément, qui a beaucoup travaillé, qui nous aide beaucoup. Paulo Grobel, évidemment, à l'origine de ce projet du Manaslu, son équipe, toute son équipe qu'il a formée, sa façon de voir les choses en montagne. Bon, on aimerait bien la suivre un peu plus souvent, mais ce n'est pas toujours possible dans tout ce qu'on fait. Mais en tout cas, tout son investissement pour le Népal, avec les Népalais, sur toutes les cartes, sur tous les petits sommets et les moyens sommets, et sa vision des choses. Donc vraiment, Polo a joué un rôle important. Serge Bazin, qui nous a beaucoup aidé, conseillé, avec qui on propose le Makalu et qui a de l'expérience sur les sommets Et pic Lénine aussi. Pic Lénine aussi, donc on a commencé une vraie relation avec lui, et vraiment, je pense que c'est une personne de qualité et d'expérience, comme il n'y en a plus beaucoup. Bernard Muller, pour en parler aussi, bien entendu, hein, avec qui on a programmé l'Everest, qui a beaucoup d'expérience, et tout ça, c'est les personnes qui nous ont conseillé, qui nous ont appris beaucoup. Je pense que tous les deux, Eric comme moi, on a vraiment évolué depuis 3-4 ans. On a appris énormément de choses, hein, sur ce sujet. Après, un autre sujet, c'est l'IFREMONT. Je pense que tu en as parlé, hein, Eric, mais on a vraiment, avec IFREMONT, donc l'Institut de formation et de recherche de médecine de montagne, donc avec feu Emmanuel Cauchy surtout, Pascal Zellner, Sandra Leal-Cauchy, avec toute cette équipe, on a vraiment monté des projets, de la compréhension, et on tient à cœur de former tous les participants aux problèmes de l'altitude, de l'hypoxie, du froid et des gelures. C'est-à-dire que pour nous, passer 2 jours avec des médecins spécialisés, pour tous les participants, ça va leur donner les bases de ce qui peut leur arriver et de comment faire. Donc, ça a été des week-ends absolument extraordinaires qu'on a passés avec eux, et c'est vrai qu'ils sont joignables 24 heures sur 24 avec Altidoc, avec ce qu'on propose aussi pour le trekking, SOS MAM, 7 jours sur 7, 24 sur 24, il y a un problème, on a quelqu'un au bout du fil.
Donc vraiment, un grand merci à eux et on est très content qu'ils existent. S'ils n'existaient pas, voilà, faudrait l'inventer. Et en dernier, quand même, on nous a posé une question sur le routage météo. Oui. Voilà. Chose quand même très importante avec tout ce qu'on a vécu à l'Everest, au Manaslu, et les choses ont changé dans l'histoire. Donc là, Yann Gezendaner, avec qui on a fait une webconférence, qui a une expérience hors pair, qui du coup est un conseil. Et le routage météo, on parlait de cette fenêtre météo du Manaslu, elle a été extraordinaire. Pendant 8 jours, moins de 30 km de vent, une stabilité incroyable. Ça joue. Et une météo exécrable, voilà, la montagne n'est jamais gagnée. Euh, une météo pourrie et il n'y a personne au sommet. Une super météo, tout le monde est au sommet. Donc, on a beau prévoir tout ce qu'on veut. La météo, on la prévoit à quoi? À 3 jours, à 4 jours, à 6 jours. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quoi. Le routage météo, on peut en parler. Il y a toute une webconférence qui est dédiée. Et là, Yann nous a beaucoup aidé. Voilà, je ne sais pas. Merci David. Évidemment, dans notre équipe, Eric, il y a Clémentine à la com, Damien, Axel et Elsa et Thibaut, là, qui ont suivi un peu tous les dossiers, donc chez nous. Donc, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On a heureusement tous nos amis, une bonne équipe derrière pour régler tous les problèmes administratifs et logistiques quand même. Bon. En tout cas, il est 19h33, donc on vous a retenu particulièrement tard ce soir. Voilà, moi, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Vous n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si vous avez quelques questions que ce soit, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout traiter d'un seul coup. David, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Avec toi, David, hein, c'est ça, c'est quand? C'est le Le 8 8 décembre. décembre, le 8 décembre sur la rivière gelée. Et puis, Eric, quand même, moi, je tiens à te le dire. Bravo, félicitations. Non, mais vraiment, en toute sincérité, on est les seuls, je pense, à l'heure actuelle, à proposer, en tout cas, à faire partir des expéditions à plus de 8000 mètres en France. Il y en a eu par le passé, j'en connais, mais j'en connais aucun chef d'agence, chef de secteur, patron qui est allé au sommet d'un 8000 mètres. Donc, ça montre ton investissement personnel en plus de professionnel. Et ça, quand même, ça a une valeur en plus. Alors, je te le redis. Voilà. On n'a pas de mal à se faire du bien. Félicitations. Merci. Merci à tous, hein, et à très bientôt. Merci, David.